Bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Donc nous allons entamer notre deuxième et dernier débat, qui consiste à se demander comment prévenir une santé égalitaire et solidaire. Donc directement à ma gauche, je suis avec Frédéric Pierru, donc sociologue chargé de recherche au CERAPS CNRS de Lille 2. Donc vous avez fait des travaux sur les réformes de santé françaises et européennes. Et vous êtes co-auteur de l'ouvrage très récent qui s'intitule « Les maladies chroniques vers la troisième maladie ». Troisième médecine, autant pour moi. Ensuite, donc Jacqueline Collard, vous êtes chimiste, présidente de Santé Environnement en Rhône-Alpes. Vous avez travaillé à UFC Que Choisir dans le Sud. Et donc vous avez aussi, fort de cette expérience, un point de vue que nous partagerons plus tard sur tout ce qui touche aux produits toxiques et autres. Ensuite, donc, nous avons Jean-Paul Briotet qui remplace Maria Pelletier. Donc, vous êtes président du groupe local de Génération Future en région lyonnaise. Et pour terminer, le docteur Luc Perrineau, vous êtes médecin, essayiste et romancier, et vous militez pour une formation médicale continue et une éducation sanitaire indépendante. Et vous avez notamment créé le diplôme de biologie de l'évolution en médecine à l'Université Lyon 1. Donc, est-ce que notre système de santé et de prévention serait malade d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue réglementaire, et tout ça donc à la lumière aussi des films que vous avez pu voir précédemment. Donc, je lance le débat. Qui veut commencer ? Alors, si je peux me permettre, pour être dans pas mal d'instances, tant régionales que nationales, je participe à l'Agence régionale de santé, à la commission prévention, je suis à l'Agence de sécurité sanitaire, je suis dans à l'INERIS aussi, je suis dans différentes instances où des décisions devraient être prises par rapport à des positionnements sur les questions de fond que nous avons vues dans les différents films qui nous ont été transmis aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que les agences de sécurité sanitaire existent, elles essaient de faire pour le mieux. Je ne suis pas sûre qu'elles y arrivent autant qu'il serait souhaitable, comme on le voit dans le film. On voit quand même d'abord de grandes inégalités, mais on voit aussi, surtout, que si vous voulez, les choses n'avancent pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, quand on voit quand même que l'augmentation des cancers est considérable, mais pas que les cancers, toutes les maladies que l'on dit chroniques. Alors on me contredira en parlant de maladies chroniques, mais néanmoins, si vous voulez, on est devant une extension des maladies, certes avec des moyens d'investigation plus importants, nous allons plus loin. L'espérance de vie, elle ne continue pas à augmenter, contrairement à ce qui est dit à certains moments. Donc il va falloir quand même que les associations, puisque les seuls contre-pouvoirs citoyens, ce sont les associations qui les mènent, et nous faisons un travail de fourmi, de fond, pour essayer de défendre le fait que les agences font ce qu'elles peuvent, mais vis-à-vis des lobbies, elles ne font pas à la hauteur de ce que nous souhaiterions. Oui, je veux bien prendre la suite pour insister sur effectivement l'inégalité dans la prévention des maladies, parce que la meilleure façon de guérir une maladie, c'est de ne pas l'attraper, bien sûr. Et ce qui nous frappe à Génération Future, c'est effectivement une inégalité criante sur les pollutions qui sont reçues par certaines catégories de la population et moins par d'autres. On a vu dans le film les ouvriers de la coquerie de l'étang de Berre, c'est un cas vraiment flagrant et typique, mais il y en a bien d'autres. Je voudrais simplement peut-être insister aussi sur des cas plus locaux. La pollution liée aux produits phytosanitaires, elle touche majoritairement les agriculteurs, mais peut-être encore plus les riverains des vignes et des vergers, qui sont les deux types de cultures les plus traitées. Et dans notre ouest lyonnais, là où nous sommes,
nous mesurons, nous repérons beaucoup de cas de malades chez les riverains des cultures, aussi bien dans le Beaujolais avec les vignes que dans l'Ouest lyonnais avec l'arboriculture. Et quand on a demandé à l'Agence régionale de santé de bien vouloir faire une étude de santé sur ces cas, on nous a répondu que c'était une zone trop petite pour être significative scientifiquement et qu'il fallait des zones beaucoup plus grandes. En fait, on a bien compris que c'était une façon de se défausser, mais je peux vous dire qu'actuellement, nous enquêtons plus précisément sur la commune d'Orliena, où il y a beaucoup de malades de lymphome, de Parkinson chez les riverains, les agriculteurs aussi, mais eux se protègent un petit peu plus que les riverains. Les riverains, comme ils ne sont pas aujourd'hui avertis des moments de traitement, souvent les fenêtres restent ouvertes, la terrasse, la piscine, le potager reçoivent des pulvérisations et les gens sont malades. Il y a même des leucémies d'enfants et sur ces leucémies d'enfants, nous savons, notamment par des chercheurs qui ne peuvent pas bien l'écrire mais qui le disent, qu'elles sont souvent dues à la pollution des mamans pendant la gestation. Vous voyez que vraiment, là, on a une catégorie qui est vraiment mise en danger par l'inaction de nos élus et de nos responsables de l'agriculture, notamment des syndicats qui souhaitent poursuivre ce modèle chimique de protection des cultures. Alors, qu'est-ce que l'État pourrait faire, devrait faire? Eh bien, c'est d'avoir un règlement sur au moins les conditions d'épandage. Si on ne veut pas supprimer rapidement les pesticides, eh bien, il faudrait au moins réglementer la condition d'utilisation. Ceci devrait être théoriquement fait par un arrêté dont la dernière version, c'est celle du 4 mai 2017. Cet arrêté aurait dû définir des conditions d'épandage qui soient protectrices pour les riverains. Mais Eh comme bien, je vous coupe juste, mais c'est vrai que comme on l'a très bien vu dans le film, la politique, là, très politicienne, a fait que le texte est mort dans l'œuf un peu. Et... Voilà. Mais on n'a pas parlé de cet arrêté. Et cet arrêté, il faut savoir que la seule obligation qu'il fait aux agriculteurs, c'est de ne pas traiter par vent supérieur à 19 km/h, force 3. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le mesurer, le contester. Il est un peu plus protecteur pour la qualité de l'eau. Mais sur les riverains, et même les écoles, il n'y a rien. C'est pour ça que Génération Future, avec 3 autres ONG, a déposé un recours juridique pour attaquer cet arrêté scandaleux pour qu'il soit un petit peu plus protecteur. Voilà, alors je vais vous dire que je suis évidemment globalement d'accord avec tout ce qui s'est dit, ce que j'ai entendu aujourd'hui, les films que j'ai vus. Il y a certainement beaucoup de problèmes de pollution et nous mettons en danger beaucoup d'espèces, dont la nôtre en premier. C'est d'ailleurs la seule qui nous importe vraiment, c'est la nôtre. Il faut oser le dire, hein, c'est la seule qui nous importe. Mais je vais faire exprès de faire l'avocat du diable, sinon il n'y aura aucun débat. C'est dommage de faire un débat où tout le monde est du même avis. Ce serait vraiment dommage. Donc je vais faire exprès, je vais me forcer à faire l'avocat du diable, c'est-à-dire contredire mes comparses ici avec lesquels je partage 95% des opinions, et je vais faire exprès. Alors déjà, je vais contredire notre ami en disant que oui, l'espérance moyenne de vie à la naissance augmente. Mais on confond la longévité spécifique, alors excusez-moi de faire le savant, mais il faut bien que je le fasse, hein. La longévité spécifique, c'est la longévité de notre espèce. Chaque espèce a une longévité qui lui est spécifique et qui est entre 2 bornes, hein, minimum, maximum. Les chiens vivent entre 12 et 15 ans, ou 11 et 16 ans. Et l'espèce humaine vit entre 65 ans, alors je parle des gens nés sains évidemment, hein, qui n'ont pas d'accident de la route avant, entre 65 ans et 122 ans, ou 125 ans on va dire. Donc cette longévité spécifique ne change pas et ne changera jamais, sauf à devenir une autre espèce. C'est-à-dire que ce ne sera plus Homo sapiens, ce sera une autre espèce. Quand on parle d'un système de santé égalitaire et solidaire, généralement on parle de 2 choses. On parle du trou de la Sécu et de la soutenabilité financière.
de notre sécurité sociale. Or, pas une seule fois, là, le mot sécurité sociale a été prononcé. Donc, On n'a pas eu le temps. quoi. non, mais c'est étonnant. C'est-à-dire qu'on est rentré tout de suite dans les questions, effectivement, de santé environnementale, de prévention, etc. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu un débat qui démarre de manière complètement orthogonale par rapport au débat public. Donc, je m'en félicite. C'est-à-dire qu'il y a une progression, parce que quand vous dites notre système est-il malade, il est d'abord, soi-disant, malade économiquement. Ou socialement, ou les deux. Oui, ou socialement, ou les deux, mais politiquement, du point de vue de la santé publique, etc. Mais d'abord, le système de santé n'existe dans le débat public que comme un trou, et le trou de la Sécu. Voilà. Et c'est ce qui justifie notamment la privatisation rampante de la sécurité sociale. Donc je pense que quand même, au moins... alors, ça, c'est la première surprise. On ne parle pas de la dimension économique et on ne parle pas du tout des soins. Donc, on parle tout de suite santé publique, prévention, santé environnementale, atmosphère, etc. Bon. Et ce qui préoccupe beaucoup les Françaises et les Français, c'est d'ailleurs moins les inégalités de santé, les inégalités sociales de santé, les inégalités devant la maladie et la mort, notamment. Hein, le fait que c'est rappelé qu'un cadre vit 7 ans de plus qu'un ouvrier et vit en meilleure santé, donc c'est la double peine. Mais c'est les inégalités d'accès aux soins. C'est les déserts médicaux, c'est les déremboursements, c'est les restes à charge qui augmentent, c'est les dépassements d'honoraires, etc. Donc le débat, c'est assez curieux pour le sociologue. C'est peut-être parce qu'il y a aussi plusieurs débats dans le débat, je pense. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est marrant parce qu'on le prend finalement par l'autre bout. Donc je suis un peu désarçonné. Parce que quand même, la première chose, c'est définir ce que c'est que l'égalité et la solidarité en santé. C'est-à-dire une santé égalitaire et solidaire. D'abord, une santé solidaire. Je rappelle quand même qu'on a créé la sécurité sociale en instaurant une double solidarité entre les riches et les pauvres, et les malades et les bien portants. Hein, c'est ça, la sécurité sociale. C'est connu, je ne sais pas si vous avez vu le film de Gilles Perret, La Sociale, mais c'est chacun paie selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Bien. Donc c'est d'abord ça, la solidarité face à la santé, et c'est d'abord ça qui est menacé. Et qui est menacé notamment par la montée, on pourra discuter, à la fois des déficits de l'assurance maladie. Alors on peut contester la notion de déficit, et d'abord je trouve que la notion de trou de la Sécu est absolument pas intéressante, mais je pourrais y revenir. Mais elle est aussi menacée par le fait qu'il faut retenir ce chiffre, 15% des assurés sociaux consomment plus de 70% des dépenses de santé. 15% des assurés sociaux consomment 70% des dépenses de santé. Ça veut dire que la dépense de santé, loin d'être répartie également sur toutes les têtes, est concentrée sur quelques têtes. Et ça, effectivement, ça donne la tentation des décideurs politiques et publics de privatiser le petit risque, qu'on ristourne aux complémentaires santé, aux mutuelles notamment, et de centrer justement la Sécu, notre Sécu, sur le gros risque, c'est-à-dire les affections de longue durée, pour faire court, les maladies chroniques, qui est le vrai défi, me semble-t-il, du système de santé dans les années qui viennent, et qui oblige à changer le paradigme complet du système. Et du coup, comme justement Dr Perrineau évoquait l'allongement quand même, l'amélioration de la longévité de la vie, est-ce qu'on ne peut pas faire un lien quand même aussi de corrélation, puisque finalement, si les personnes vivent plus longtemps, on peut supposer qu'elles peuvent potentiellement avoir contracté plus de maladies ou de complications, et donc l'assurance maladie n'est pas... Est-ce que ça, c'est une logique qui peut se tenir, ou c'est un peu plein simpliste? Bon, déjà, quand l'espérance de vie augmente, elle augmente pour qui? Déjà, parce que les moyennes, c'est bien gentil, mais étant membre du groupe Inégalité sociale de santé du Haut Conseil de la santé publique, les progrès sanitaires sont loin d'être partagés par tous. Première chose. Et effectivement, le chômage, je suis d'accord pour dire, surtout s'il est longue durée, parce qu'à court terme, il peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, c'est étonnant. Bon, notamment parce que le travail rend malade. Donc quand vous ne vous rendez plus au travail, des fois, vous protégez votre santé. Bon. Alors quand on parle du déficit, alors quand les hommes politiques parlent de la prévention, c'est toujours par le prisme budgétaire. C'est vous qui avez commencé. Oui. Non, mais je le sais bien. Mais c'est pour ça, moi, j'aime bien partir des termes du débat tels qu'ils sont posés. Et après, on les remet en cause. C'est-à-dire que, en fait, quand les hommes politiques, je l'ai vu là à la présidentielle, au présidentiel, quand ils défendent la prévention, ils ne défendent pas la prévention pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Ils disent on va faire de la prévention parce que ça coûtera moins. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'une mesure de santé n'est viable dans le système politique et administratif que parce qu'elle permet des économies budgétaires.
pour faire court. Or, je suis désolé de le dire, la prévention n'a jamais permis d'économiser 1 euro. Vous pensez que si on évite un certain nombre de cancers du poumon par les actions sur le tabac, un certain nombre de Parkinson, de cancers de la prostate par réduction des pesticides, on ne va pas économiser quand même un petit peu d'argent aussi? Mais attendez, je suis bien d'accord qu'on va économiser de l'argent à court terme, mais à long terme, sauf à nourrir le projet fou d'éradiquer la maladie. D'éradiquer la maladie. Ça veut dire, on sait aujourd'hui, par exemple, que toutes les maladies neurodégénératives sont un des effets. Avant, on mourait à 40 ou 50 ans. On n'avait pas trop le temps de les développer. Vous voyez ? Donc c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas dans ce raisonnement, c'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux toujours prévenir que guérir, il faut empêcher des maladies d'apparaître, et notamment celles qui pèsent le plus sur les catégories populaires, qui encore supportent le plus lourd fardeau. Nos politiques parlent d'argent, mais c'est évident qu'ils parlent d'argent. Heureusement qu'ils parlent d'argent. La santé coûte cher et il faut essayer d'économiser au mieux et de la rentabiliser au mieux. C'est souhaitable pour nous tous, parce que c'est nous qui payons en fin de compte. Donc c'est important. Alors, comment on évalue une action sanitaire? C'est très facile d'évaluer une action sanitaire, ça se fait, c'est de l'épidémiologie. On évalue ce qu'on appelle les années qualité de vie gagnées ou perdues. Une année qualité de vie, c'est une année de vie en pleine santé. Si vous avez 2 années de vie à 50% de votre capacité, ça fait une année qualité de vie. Donc les économistes et les épidémiologistes calculent ça très bien, écoutent et regardent combien coûte une année qualité de vie gagnée ou perdue. La réduction des accidents de la route de 17 000 morts à 3 000 morts par an a fait gagner énormément d'années qualité de vie à la France, puisque c'était surtout des gens jeunes qui mouraient. La chimiothérapie des cancers avancés et des métastases fait gagner entre 1 ou 2 semaines d'années qualité de vie à la France. C'est-à-dire elle coûte une fortune pour un gain très faible. C'est affreux ce que je dis là. C'est absolument affreux de dire ça comme ça, mais il faut le dire. Il faut le dire si on ne le dit pas, et un politique le dit, parce qu'il doit le dire et il doit le penser. Voilà. La meilleure rentabilité en années qualité de vie gagnée pour le plus faible coût, il y en a 2. C'est la vaccination, de très loin et depuis très longtemps, les vaccinations qui ont le plus faible coût par année qualité de vie gagnée au niveau de la population, et l'éducation des filles. Alors en France, c'est moins valable, mais dans les pays du tiers-monde, c'est le meilleur euro placé, c'est dans l'éducation des filles, puisqu'elles ont des grossesses plus tardives. Donc on est obligé d'avoir des considérations financières. Et pourquoi ça a changé, ça, depuis les années 70 ? Eh bien parce que la médecine et la santé sont des activités humaines, gérée par des hommes jusqu'à preuve du contraire, et que je ne vois pas pourquoi la médecine serait extraite de la société. Elle est faite par des hommes qui travaillent, qui gagnent leur vie, donc elle n'est pas extraite de la société. Et notre société a connu les années glorieuses où on pouvait dépenser à tout va de tout, y compris de la santé jusqu'aux années 70, et cette société s'est financiarisée, elle est devenue marchande exclusivement. Et la médecine n'a pas échappé à cette règle. Hélas, je le regrette, elle est aussi devenue marchande. Alors tout à l'heure, quand vous disiez, Monsieur Pierru, qu'il y a 15% des personnes qui dépensent 70% du budget de la santé, je suis très étonné qu'il n'y ait pas 5% des personnes qui dépensent 100% du budget de la santé. Il devrait y avoir, dans une vraie médecine que je suis et que je pratique depuis longtemps, 5% des personnes qui dépensent 100% du budget. Parce qu'il n'y a que 5% des personnes qui sont vraiment malades, des maladies génétiques graves, des maladies terribles qui coûtent très cher. Et les 95 autres % de personnes peuvent effectivement, la plupart, se soigner sans avoir trop recours à la médecine. Se soigner par ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques qui ne concernent pas vraiment la médecine, qui la concernent par le conseil. Donc je crois qu'il faut vraiment que l'on pose bien les problèmes. Et quand vous parliez de la sécurité sociale, un médecin, la sécurité sociale, ce n'est pas son problème. Le malade, la sécurité sociale, ce n'est pas son problème. La sécurité sociale, c'est le problème des politiques. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir un trou de 15 milliards d'euros ? Oui, ça ne me dérange pas. On a un trou de 15 milliards d'euros pour la SNCF, on peut en avoir un de 15% pour la santé, ça ne me dérange pas. On peut décider de boucher le trou de la sécurité sociale, c'est une idée. On peut décider aussi de boucher le trou de la SNCF, c'est une autre idée, mais ça ne me concerne pas. Moi, comme médecin, ce qui me concerne, c'est qu'on soigne les malades
et qu'on ne rende pas malades les bien portants. Ça, c'est très important. C'est très important pour le médecin que je suis. Donc quand je dis que je veux me consacrer à 5% des patients, c'est ceux qui ont besoin de moi. Les 95% d'autres, mon seul souci, c'est de ne pas les rendre malades. Et nous sommes dans un système marchand dont le principal but est de rendre malades ces 95%-là. Ça, c'est très important. La santé, ça veut dire être en bonne santé. Nous avons vu dans le film Flore, entre autres, combien il y avait de la part de certaines cultures une prise en conscience de la santé, mais avec le sens du bien-être, que nous avons largement oublié dans nos cultures françaises. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, en tant qu'association, nous nous battons sur la santé de l'enfant. C'est-à-dire que pour l'enfant à naître, l'enfant qui est né, qui naisse en bonne santé, qui ne naissent pas avec déjà un impact colossal de la façon dont la maman a vécu, dont la maman a travaillé, et qui déjà a affecté son système organique complet. Quand on sait qu'on a plus de 100 molécules chimiques à l'intérieur d'un cordon ombilical, peut-on imaginer que l'enfant qui a baigné dans un environnement relativement agréable pendant toute la grossesse se voit exposé en plus à des expositions multiples, qu'elles soient d'ordre biologique, chimique ou physique, et qui vont, en plus de ce qu'il a déjà incorporé, accuser sa qualité de vie, son bien-être et sa santé. Je trouve aussi qu'il y a une autre inégalité, c'est dans la mauvaise reconnaissance des médecines alternatives. Vous parliez de la nutrition, des mesures d'hygiène, mais aussi on peut être amené à certains moments à utiliser les médecines alternatives, l'homéopathie qui est relativement bien reconnue et prise en compte, mais aussi la phytothérapie, l'ostéopathie, qui, elles, ne sont absolument pas prises en compte par la sécurité sociale. Et donc là aussi, il y a une inégalité. Sur les personnes qui souhaitent se soigner avec ce type de maladie, elles vont devoir payer pratiquement la totalité, sauf si leur mutuelle accepte de rembourser une partie. Et on a vu dans le film Flore ce matin la puissance de ces techniques qui ont ramené quasiment à la vie Flore, alors que c'était des techniques relativement simples et pas chères, hein, des massages, une alimentation correcte, la marche, de l'exercice, des choses qui sont banales, mais qui ont remis son organisme en marche. Il n'y a qu'une médecine, c'est celle qui pose des diagnostics, et je pense que tous les médecins n'ont à faire que cela. Et puis, il y a effectivement des thérapies qui sont proposées, et elles sont multiples. Thérapies physiques, chimiques, homéopathiques, des plantes, l'imposition des mains, la prière, la méditation, le yoga, tout ce que vous voulez, ce sont des thérapies, ce ne sont pas des médecines. La médecine a pour rôle de poser des diagnostics. Donc se faire un traitement quand il n'y a pas de diagnostic, ce n'est pas de la médecine. C'est ce qu'on appelle faire de la prévention personnelle et d'avoir une hygiène de vie personnelle. Si son hygiène de vie consiste à faire de la méditation, c'est bien. Si ça consiste à prendre de l'homéopathie, c'est bien. Des plantes, c'est bien. Tout est bien. Tout est bien quand on a décidé de le faire soi-même et qu'on le fait en étant heureux de le faire. À l'heure actuelle, il faut quand même avoir en tête que, et ça a été très bien rappelé, que la population déjà a oublié, avant de passer à la phytothérapie et à l'ostéopathie, enfin moi j'ai rien contre ça, hein, c'est que nous sommes un des pays développés qui est le plus réticent à la vaccination, dont il a été dit que c'est l'action sanitaire qui a le meilleur rapport coût-bénéfice. Bon. Et donc, et d'ailleurs, c'est souvent ceux qui défendent, et je ne dis pas que c'est vous, hein, monsieur, hein, mais de ce que j'ai entendu, l'ostéopathie, la phytothérapie, c'est souvent ceux d'ailleurs qui contestent même l'idée de la pertinence de la vaccination. Donc je pense qu'au pays de Pasteur, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être médité, parce que dans les pays du Nord, par exemple, pas besoin de parler d'obligation, parce que les gens, effectivement, se vaccinent très bien tout seuls et ont conscience de l'utilité, je dirais, sanitaire et épidémiologique, on va dire, de la vaccination. Donc il y a tout un discours. Moi, j'ai rien contre l'ostéopathie, la phytothérapie, mais je trouve aussi que parfois, ça s'accompagne d'un discours
je dirais, naturaliste qui frise parfois l'obscurantisme. Je ne sais pas comment je vais vous le dire. C'est-à-dire que la mère nature est bonne. Donc tout le monde sait que le bacille de la peste est pas 100% naturel. Hein, je veux dire. Et donc c'est tout ce qui a été inventé par l'homme après est pas bon, si vous voulez. Vous voyez, donc il y a un côté effectivement, et donc les vaccins, c'est un truc industriel. Donc si c'est industriel, c'est pas bon pour la santé, etc. Donc il y a quelque chose là qui, en tout cas, il y a un débat démêlé. Oui, moi je voudrais quand même dire que le problème des soins, du coût des soins, où est-il discuté autrement qu'à l'Assemblée nationale, en commission interne, en commission avec Bercy? Il n'y a aucune action participative et collective qui soit proposée. Bon, effectivement, nous sommes dans la fin de la consultation sur la stratégie nationale de santé. J'aimerais savoir combien de personnes ont répondu compte tenu de la manière dont c'est présenté et dont la population ne peut pas s'emparer de telles informations qui sont absolument indigestes, je dirais, et qui sont des orientations politiques. Alors, il me semblait, je croyais avoir compris, qu'à partir du ministère de la Santé, il y avait des institutions qui étaient régionalisées, qui s'appelaient les agences régionales de santé, qui avaient un objectif justement de faire remonter les demandes de la société et des associations pour aller vers des orientations qui pourraient être discutées en haut lieu vers des choix politiques qui seraient après fonction des financements possibles. Or, ce n'est pas du tout ça. Les agences régionales de santé, on en est encore au 19e siècle, hein. À part le tabac, l'alcool, un petit peu la maladie mentale et les addictions, vous n'entendez pas parler de grand-chose d'autre. Or, il me semble quand même qu'en matière de problématiques de santé, on est devant une multitude d'injonctions qui viennent de la population, qui sont inquiètes devant des maladies qui sont de plus en plus inquiétantes et au plus jeune âge, en plus grand nombre. Et quelles sont les instances, et j'aurais besoin d'avoir un éclairage de votre part, puisque vous avez l'air d'être particulièrement bien placé au Conseil de la santé, de nous dire comment la population peut avoir une information claire, lucide, facile d'utilisation et de compréhension, pour que nous puissions avoir une mini-compétence en matière de gestion des financements qui ont trait aux soins, je répète, et non pas à la santé. Il faut vraiment que nous pesions, comme le disait Jacqueline tout à l'heure, sur nos élus, pour qu'il y ait vraiment une prise en compte des risques qui nous menacent continuellement, que ce soit dans les politiques de réduction des produits chimiques, que ce soit dans les entreprises pour mieux protéger les salariés. On a vu les cas de la coquerie de Berre, mais je peux vous assurer que dans les entreprises de traitement chimique, on a des cas de lymphome en grande quantité qu'on ne devrait pas avoir, bien entendu, si les protections étaient meilleures. Donc, cette action collective, elle doit se faire à travers les ONG comme le CERA, Génération Future ou bien d'autres. Chez les médecins, par exemple, il y a Alerte des médecins sur les pesticides, qui est une association maintenant qui regroupe près de 2000 médecins et qui fait un travail remarquable. Donc, vous voyez qu'il y a toutes ces actions collectives doivent aboutir à ce que nos élus soient interpellés sans cesse sur la nécessité de protéger notre santé. Moi, je trouve que la santé publique, et on a un ministre de la Santé, heureusement on a un ministre de l'Environnement, parce que si on n'avait qu'un ministre de la Santé, moi je ne sais même pas comment on peut la définir dans les actions qu'elle propose. Par contre, heureusement, on a un ministre de l'Environnement, on a eu des ministres de l'Environnement qui ont pris des décisions draconiennes et qui essaient de se battre. Et je peux vous dire qu'en tant qu'association santé-environnement, nous travaillons avec le ministère de l'Environnement sur les risques industriels, sur les risques sanitaires, alimentaires, mais nous ne travaillons pas avec le ministère de la Santé. Moi, ça m'interroge quand même. Et c'est là où je demande comment interroger le politique pour qu'il mette sa patte dans l'affaire.